Bonjour tout le monde. C'est quand même intimidant de passer après une belle oration que monsieur a fait avant moi concernant l'enveloppe du bâtiment. Je reste un constructeur et je reste quelqu'un de passionné de ce que je fais. Donc, je vais commencer. Je vais vous parler des 4 éléments essentiels pour nous, chez Larix, et en général pour toute construction écologique. On parle d'une première. Donc, juste pour me familiariser avec ça, j'ai juste à sûrement faire ça ou faire ça. Ici? OK. Parfait. Bon. Fait que, les 4 éléments essentiels, selon l'ARIX. Vous avez la conception bioclimatique et écologique, l'enveloppe performante. On a eu une belle présentation juste avant. Il nous a bien expliqué, fait que ça va beaucoup m'aider dans ma présentation. Vous avez les portes et fenêtres, qui sont vraiment importants. J'ai amené deux ici, 2 exemples de portes et fenêtres. Une avec qui on travaille souvent et une autre qu'on travaille moins souvent. Et presque pas, donc même pas du tout. Que j'ai déjà travaillé avec. Ensuite, on parle de ventilation performante. Comme vous le voyez. Fait que là, moi, pour vous parler de ces 4 éléments essentiels-là, je vais juste me familiariser un peu avec vous. Fait que je vais vous faire participer un peu parce que je veux savoir quel genre d'audience que j'ai à faire et à quel genre d'audience que je dois parler et je dois appliquer mon discours, si on peut dire. Donc, si vous voulez bien, si vous êtes des professionnels de la construction comme architecte, ingénieur, technologue, vous pouvez vous lever. Je veux juste voir qui j'ai affaire. Parfait. Fait qu'on voit presque un tiers de... Mais merci. On a un tiers de la salle. C'est souvent comme ça. Après ça, des gens qui sont en vue de... qui sont ici pour avoir des informations parce qu'ils vont se construire bientôt, dans les prochaines années. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous. C'est encore là un tiers de la population. Après ça, est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle? Oui, une étudiante. Bravo. OK. Et les autres, vous êtes des gens qui viennent par intérêt personnel ou qui sont là pour des rénovations de vieilles maisons? Est-ce qu'il y a des gens qui rénovent ici? Oui, super. OK, bien levez-vous. Levez-vous. Un autre tiers ou une demi de la salle, c'est bien. Super. J'aime bien ce que je vois. Fait que, juste pour vous parler un peu de moi, pour après ça parler des 4 éléments essentiels pour nous là, chez Larix, parler de moi et de mon entreprise et de toute la grande famille Larix, parce que chez Larix, on a entre 20 et 30 employés par année, dépendamment de la demande et dépendamment des projets. Donc, comme M. Bourassa a bien mentionné, on est dans la construction depuis les années 40-50 dans la famille. Je suis une 3e génération de constructeurs et j'ai abouti à cette passion-là, qui est devenue passion, et ce métier-là, parce que je trempais dans ça depuis toujours. Et nous, on possédait une quincaillerie. Et
mon père me disait, j'arrivais avec mes projets, puis mon père me disait toujours, si tu veux construire quelque chose ou faire un projet, Robin, il faut que tu ailles piger dans les vidanges ou dans les matériaux ou les accessoires qui sont pas vendables. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai développé cette fibre écologique, qu'on peut dire, parce que si on se met pas la tête dans le sable, la construction reste un domaine quand même polluant, qu'on se le dise. Mais en ayant des gens comme vous et nous tous, c'est là qu'on peut faire le moins pire. On peut aider pour faire quelque chose de mieux, d'écologique. Parce que on parle de 4 éléments essentiels, mais faut comprendre qu'il y a l'écologie, il y a l'efficacité énergétique et il y a la durabilité. C'est quand même 3 points qui sont différents, mais qui se rassemblent tous sur le grand thème de construction écologique. Fait que, où est-ce que je vais en venir avec mon histoire, mon historique, c'est que lorsqu'on fait quelque chose avec cœur, avec une passion, et qu'on a appris de personnes qui ont vécu dans une autre époque, comme mon père, on comprend, on arrive dans la construction moderne aujourd'hui des bâtiments, puis encore aujourd'hui, après 20 ans, je me sens un peu des fois dépassé et me sens un peu perdu à travers tous les ensembles de compositions de maisons ou de plans qui nous sont proposés, de produits qui nous sont proposés. Et puis, je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis en ce moment, mais c'est un peu le message que j'essaie de transmettre, que ce soit aux clients ou que ce soit aux employés. Il faut construire une maison pour un client, dans notre cas, en la construisant comme si c'était la nôtre. Donc, quand j'écoute mon collègue juste avant moi qui est passé, je me rends compte que ça évolue. C'est évolutif, la construction. Ça change. Puis, qui a raison? Qui a pas raison? Qui fait la bonne chose? Qui fait pas la bonne chose? Moi, je ne sais pas. Après 20 ans, je cherche encore la réponse. Mais la seule chose que je sais, c'est que les gens qui construisent votre maison ou vos projets, c'est là la clé pour moi. Fait que là, vous allez dire que j'ai comme quand même un petit discours de vendeur, mais oui, c'est ce que je vends aux gens. Parce que je peux vous parler pendant 1 heure de membrane. Je peux vous parler pendant 1 heure de portes et fenêtres. Je peux vous parler d'isolation. Je peux vous parler de composition de murs. Mais la chose essentielle, c'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est toi, c'est les personnes qui travaillent, c'est les voisins, c'est la personne à qui tu achètes les matériaux. Donc, moi, c'est ce que je vis puis c'est ce que je ressens. À toutes les fois que je m'apprête à construire une maison, je suis rendu à quand même quelques années d'expérience dans le domaine. Quelques projets à notre actif chez Larix. Puis on les a conçus de cette façon-là depuis le tout début. Ça veut dire qu'on s'implique de façon physique, mentale et même spirituelle. Parce que construire une maison, c'est quand même quelque chose d'important, quelque chose de coûteux. C'est un projet de vie, souvent. Souvent, j'ai des couples qui sont à la retraite ou semi-retraités ou qui viennent s'asseoir devant moi puis ils veulent que je construise leur maison. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette
mieux qu'un autre. Il y en a des meilleurs. Mais celle en qui que moi je crois, c'est, comme je vous dis, c'est l'être humain derrière tout ça. Fait que les 4 éléments essentiels, selon l'ARIX, vont être une couche, si on peut dire, vont être un élément dans le sandwich, que je peux appeler. Fait que je vais arrêter mon discours un peu émotionnel, mais... Donc, comme mon collègue juste avant a bien répété, c'est des choses essentielles, c'est de base, c'est du 101. Même si on parle d'orientation du bâtiment, d'optimisation du bâtiment, le format, la masse thermique, les espaces tampons, la protection végétale, les professionnels qui sont engagés dans le projet. Mais je le mets en dernier, mais comme je vous dis, c'est vraiment un des premiers éléments pour moi qui va faire que votre projet va avoir une conception bio, climatique et écologique. Donc, l'orientation du bâtiment, c'est sûr qu'on essaye le plus possible d'aller vers le sud. Sauf que ça arrive parfois qu'il y a des terrains où est-ce que la vue, c'est du côté nord. Fait que, qu'est-ce qu'on fait, Robin, dans ce temps-là? Ben, on s'adapte. On adapte les choix des matériaux, on adapte le design. Le design qui est fait ici par les architectes, les technologues ou les designers, qui va être très important. Après ça, l'optimisation du bâtiment, le format, l'avant-toit, l'espace tampon, masse thermique. Bien, optimisation du bâtiment, dans le fond, ce que j'essaie de vendre comme idée ou de proposer, c'est garder ça simple, une maison. Je veux dire, une maison, ça reste 4 murs puis un toit. Si je fais dessiner une maison par un architecte que je veux vivre dedans, c'est sûr que je vais avoir un design, que je vais avoir des appentis, je vais avoir des différentes formes, parce que je veux la représenter à qui que je suis ou qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'ai envie de voir à tous les jours comme ma maison. Mais à la base, il faut garder ça le plus simple possible. Parce que je donne des exemples concrets ou un peu caricaturales à mes clients quand je parle, mais je pense que ça reflète bien. C'est que une maison, imaginez-vous que les murs, si on dessine votre maison, c'est comme un trajet que vous effectuez avec un train ou une voiture. Mais si à chaque 10 pieds, il faut freiner puis il faut redécoller, ça coûte cher. Ça coûte cher, ça prend beaucoup d'énergie pour faire ça. Une maison, c'est la même chose. Faire un mur de 40 pieds, c'est facile. C'est facile de contrôler. C'est facile de construire. Ça va quand même vite. Mais un mur de 40 pieds avec 4 coins dedans. Puis à chaque coin, il faut s'imaginer qu'on crée un risque d'infiltration, on crée un risque de mauvais assemblage, puis ça prend plus de temps. Fait que je parle un peu pour les gens qui veulent dessiner leur maison ou faire dessiner leur maison, gardez ça simple. Après ça, protection végétale, ombre et vent, c'est assez facile à comprendre, le dessin qui est là vous l'explique très bien. Il faut essayer de garder des arbres sur le terrain. Mais si on parle d'un excavateur, ça c'est plus dur à faire comprendre un excavateur. Mais moi, pour les projets, je fais affaire avec un ingénieur forestier qui s'appelle Pablo. Puis Pablo, c'est un gars de cœur. Puis quand il débarque sur un terrain, il fait comme si c'était chez eux. Ben, il comprend l'enjeu
Tandis que si je demande à mon excavateur quel arbre je garde et quel arbre que je coupe, c'est sûr que pas la même vision. Donc, parce que lui va débarquer avec une grosse pelle pour faire un trou de solage, mais lui, il va dire, moi j'ai besoin de 20 pieds, 40 pieds, j'ai besoin de 30 pieds, j'ai besoin de 60 pieds. Mais ça reste un choix au propriétaire à faire. Fait que, tu sais, moi, je suis un peu comme le gardien de vos biens. Je suis le gardien des biens. Fait que j'essaie de faire des compromis des deux côtés et de rendre la chose logique. Parce que creuser une maison avec une petite pelle de 10 tonnes ou de 8 tonnes, c'est long. Puis c'est quand même ardu. Mais ça se fait. Creuser un trou pour une maison avec une pelle de 30-40 tonnes, c'est une affaire de rien. Mais ça fait des ravages. Fait que ça, c'est des choix que sont faits en fonction du coût, en fonction de la logique, du terrain aussi, parce que c'est sûr qu'un arbre, ce qu'on voit, c'est le tronc et les feuilles et les branches, mais dans le sol, il y a beaucoup de racines, fait que le système racinaire est vite endommagé. Donc, c'est sûr que les arbres vont avoir tendance à tomber. Ça veut dire que souvent, j'essaie de laisser la chance aux arbres aussi de survivre par eux-mêmes. Même si je sais qu'ils vont peut-être mourir 1 sur 2, mais au moins, on les a laissé la chance quand ils sont pas penchés vers la maison, c'est sûr. C'est des choses logiques. Côté des professionnels, comme je vous dis, c'est une des choses qu'il faut mettre ici en haut. Si c'est pas la chose la plus importante, d'avoir une maison efficace, une maison écologique, une maison durable, il faut faire affaire avec des professionnels. Moi, je suis constructeur. Je suis un maillon dans cette chaîne-là. Mais l'ingénieur, l'architecte surtout, le designer, a vraiment un grand rôle à jouer dans tout ça avec nous. Ça veut dire que il faut que lorsqu'on construit une maison, il faut s'asseoir et bien comprendre chacune des étapes et bien comprendre dans quoi qu'on s'embarque et bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'une maison écologique, toujours. Donc, l'architecte, le technologue, le designer, ingénieur, mais surtout l'architecte, est un maillon vraiment important. C'est un des choses les plus importantes. Parce qu'après ça, nous, on peut faire bien notre travail si tous les éléments ont été discutés et presque décidés et choisis. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont décidées au fur et à mesure et qui viennent au fur et à mesure que le projet avance. Mais à la base, un bon plan, habituellement, va vous emmener vers un bon projet. Et un bon plan, ça se fait pas en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois ou en 4 mois. Un bon plan, ça peut se faire peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Fait que ça, c'est quelque chose pour moi que je trouve très important. Une enveloppe performante, ben, mon collègue juste avant a très bien expliqué une enveloppe. C'est une façon de travailler, la façon que on vous l'a présenté avant. Moi, je travaille beaucoup avec les membranes intelligentes. Travaille avec des matériaux isolants comme le chanvre. C'est un système de mur en quoi moi je crois. Je sais pas si c'est le meilleur système. Je sais pas si c'est le système de l'avenir, mais pour moi, la façon que je le comprends et que je le vois, c'est vraiment un système de mur qui est vivant. Et c'est un système de mur qui est plus écologique, si on peut dire, parce que c'est un système. Ça veut dire que du début à la fin, du par vapeur ou frein vapeur, qu'on appelle plus dans les types de membranes que nous utilisons, membrane intelligente, jusqu'au par air à l'extérieur, ben, c'est une composition.
Fait qu'encore là, si je vous donne un exemple, parce que moi, je rencontre les clients. Fait que c'est ça ma base. Les gens veulent avoir R100 dans leur mur, ou veulent avoir du chanvre dans leur mur, ou veulent avoir des isolants spéciaux dans leur mur, mais on continue d'installer du polythène ou des Tyvek. Ben, ça sert à rien. Juste vous dire, dans ma vision des choses, ça sert à rien d'investir cet argent-là. Le chanvre, l'isolant du chanvre, c'est votre jambon dans votre sandwich. Fait que vous pouvez avoir le meilleur jambon qui n'existe pas sur la planète, mais si vous n'avez pas du bon pain, puis de la bonne mayonnaise, du beurre, puis de la bonne laitue, puis des bonnes tomates, ben votre sandwich va être so-so. Moi, ce que je comprends, c'est la même chose. Pour l'isolation, pour l'ensemble du mur, le système de mur, c'est un ensemble. Fait que si vous y allez avec un ensemble de murs, que vous voulez avoir les membranes intelligentes et la laine de chanvre, par exemple, il faut y aller all-in et pas négliger là-dessus. Fait que l'enveloppe performante, j'ai encore là écrit ressources humaines parce que c'est vraiment là que la différence se joue. Je pense que, comme mon collègue avant l'a bien expliqué, il faut bien installer les matériaux. Il faut le faire avec soin. Il faut savoir le pourquoi du pourquoi, ou il faut savoir chacune des étapes, pourquoi qu'on le fait. Et il faut avoir les fiches techniques des produits pour bien les installer. Donc, main-d'œuvre qualifiée et soucieuse, compréhension des matériaux et bonne technique. Fait que je pense que c'est assez simple comme concept. Je n'ai pas besoin d'élaborer très longtemps sur ça. Juste avant, comme je vous ai dit, le collègue a très bien expliqué. J'ai compris encore plein de choses qui étaient naturelles pour moi, mais qu'il a bien vulgarisé. J'étais vraiment impressionné par c'est ça, c'est la façon qu'il l'a vulgarisé, mais c'est son métier, je pense. Fait que c'est une chose quand même très importante, les ressources humaines. Je le dirai jamais assez. L'enveloppe performante, les ressources matérielles, le choix des bons matériaux, déphasage, contrôle d'humidité, les fournisseurs consciencieux et responsables, compatibilité entre les produits, la provenance et écologie. Puis là, j'ai écrit laine de roche, puis je me rappelle pas pourquoi j'ai écrit ça. Ça, c'est de la laine de chanvre. Ici. Fait que, mettons qu'on parle d'une enveloppe performante, je voulais expliquer juste avant, c'est un ensemble, c'est un système. Puis mon collègue juste avant a bien expliqué comment ça fonctionne. Le par vapeur, frein vapeur, le par air. C'est un système qu'il faut, pas besoin de bien le comprendre, mais il faut bien le choisir et bien le mettre en application par des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font. Parce que, comme ça a été dit avant aussi, mettre du tape rouge ou du tape bleu ou du tape blanc partout, ça va pas régler tous les problèmes. C'est comme, faut bien le faire. Fait que, choix des bons matériaux, je vous en ai encore parlé, laine de chanvre, pour moi, reste un très bon matériau d'isolation qui est quand même nouveau sur le marché. Ça fait pas longtemps qu'il est accepté, homologué, si on peut dire. Je vous ai emmené un échantillon ici. J'en ai bien les choses, parce que je savais pas à quoi m'en tenir. Ça, c'est la photo de notre équipe de 2022. Et ici, nous avons un petit bout de pâte de laine de chanvre. Donc, comme je vous ai expliqué mon histoire, moi, je suis né dans une cour de quincaillerie. Fait que de la laine, quand j'étais jeune, mon père me disait de pas aller jouer dans les pâtes de laine, mais j'y allais pareil. Fait que, veux pas, c'est pas seulement que cette raison-là, mais j'ai développé
des problèmes respiratoires à cause de tous les matériaux de construction qu'on était. Là, ma blonde a dit, accote pas ça sur ton chandail. Je l'aime, ma laine de chambre. Mais mon père me disait, elle va pas jouer dans la laine, là, parce que ça va te piquer. Ça, c'était la première raison. Mais il y a d'autres raisons pourquoi que c'était que il fallait pas que j'aille jouer là. Développer des problèmes respiratoires avec le temps. Où est-ce que je veux en venir? C'est que la laine de chanvre, je peux maintenant aller sur les chantiers quand on installe la laine de chanvre parce que j'ai pas d'irritation dans la gorge à cause du produit. Je m'en mets partout. Tandis que si on prend la laine de roche, on prend la laine de verre, on prend les styrofoams, les poussières de chantier, c'est sûr. Mais cette laine-là, elle est quasiment mangeable. Fait que c'est une des raisons pourquoi que je tombe en amour avec le produit. Je dis, wow, enfin un produit. Parce qu'on le voit pas, on voit pas ces produits-là, sont tous cachés dans les murs, mais sont quand même, il y en a beaucoup dans la composition d'une maison. Fait que ça rentre dans le choix de bons matériaux. Je dis pas que les autres matériaux sont pas bons. On isole encore des maisons aujourd'hui chez Larix avec la laine de verre. On en fait encore avec la laine de roche. On en fait avec de l'uréthane, avec la cellulose. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de mauvaise technique, mauvais matériaux. Il suffit juste pour répondre à certains besoins et certaines demandes. Fournisseur consciencieux et responsable, ben, c'est sûr que moi, dans mon métier, c'est un élément clé, avoir des bons fournisseurs qui sont consciencieux et responsables. Ils sont pas juste là pour me vendre un produit, mais ils sont là pour bien me l'expliquer, pour que je puisse bien l'expliquer aux clients. Dans quoi qu'ils embarquent, puis dans quoi qu'ils investissent leur argent aussi. Après ça, ben, comme je vous ai expliqué, avec l'exemple de la sandwich, ben, il faut qu'il y ait une compatibilité entre les produits. Super, super important. Pour moi. Et la provenance. Souci écolo et Europe. J'ai écrit ça parce que on travaille avec des produits comme Rotoblast, Siga, Proclima. Il y en a un autre sûrement qu'on a travaillé avec, mais c'est tous des produits qui viennent d'Europe. Et pourquoi ça vient d'Europe? Ben parce qu'en Europe, l'électricité coûte cher. Donc, ils ont compris qu'il faut qu'ils fassent des maisons efficaces depuis longtemps. Donc, ils ont développé des produits depuis longtemps, très, très efficaces. Mais, comme mon collègue l'a expliqué avant, il y a de plus en plus de compagnies comme Soprema, sans vouloir vraiment nommer la compagnie Soprema, mais qui font des produits qui sont quand même rendus efficaces et de bonne qualité. Puis pour moi, c'est quand même important de où la provenance du produit vient. C'est sûr que quand on fait un projet et puis qu'on a un container d'isolant qui arrive d'outre-mer, un container de porte et fenêtre, un container de membrane puis de tape, c'est sûr que je me trouve un petit peu moins écologique dans ce temps-là. Je vais vous l'avouer. Mais pour les besoins de la cause, pour être capable d'avoir des produits de cette qualité-là et de cette performance-là, dans le temps où est-ce que j'ai commencé à faire des maisons de ce genre-là, ça veut dire que ça fait quand même presque 10 ans, les maisons avec des produits comme du chanvre ou de la laine, des isolants en fil de bois ou des membranes intelligentes. Ben, c'était ça. Mais aujourd'hui, on est rendu avec des distributeurs et des compagnies qui sont vraiment très soucieux de tout ça et qui nous offrent un service à la clientèle exceptionnel. Fait que là, la question, quel produit choisir? Parce que j'ai nommé des produits Siga, Rotoblast, Proclima.
Honnêtement, je les trouve tous bons. Je les aime pas mal tous. Mais c'est pas moi qui les installe. c'est mes employés qui sont sur le chantier. Fait que j'écoute qu'est-ce qu'ils me disent, puis à travers les années, on a essayé quand même les 3-4 compagnies, et c'est sensiblement du pareil au même. Il y a des variations dans les coûts, il y a des variations dans les résistances des matériaux, mais point de vue efficacité, c'est pas mal toute la même chose. Point de vue maniabilité lors de l'installation, ça se ressemble. Bon. Il y en a qui ont des petits rouleaux de 50 cm, il y en a qui ont des rouleaux d'1 mètre, de 2 mètres. Fait que ça reste des détails qui sont quand même importants au chantier, qu'on essaie de regarder. Mais un des principaux éléments, c'est le service à la clientèle. Fait que, ça fait drôle à dire, mais mon représentant, moi, s'il m'appuie, puis il est disponible, puis il est capable de m'aider dans mon projet, ça veut dire en me livrant rapidement des matériaux ou en échangeant, c'est sûr que je priorise ce sous-traitant-là, ce fournisseur-là. Écologie, ben, on a parlé de la laine de chanvre, là, que c'est comme rendu notre chouchou, pas mal, chez Larix, mais comme je vous dis, on fait quand même peut-être un équivalent de 30 à 50 de nos projets avec de la laine de chanvre, mais on utilise encore cellulose, laine de verre, laine de roche et de la fibre de bois. L'enveloppe performante, ben, mon collègue juste avant a encore fait une belle job. Il a bien expliqué pour le test d'infiltrométrie. C'est un des éléments essentiels, critiques, dans l'enveloppe du bâtiment. Fait que chez Larix, notre target à chaque maison, c'est d'avoir en bas de 1 échangeur d'air à l'heure. On le réalise assez facilement sans trop se forcer. Dans le sens que ça fait 15-20 ans, ben ça fait depuis 15-20 ans qu'on s'applique à poser les éléments puis à fabriquer des maisons de façon soucieuse. Fait que juste en le faisant de façon soucieuse et en prenant le temps d'installer les matériaux, on réussit à avoir en bas de 1 comme test d'infiltrométrie. Lorsque le client demande ou lorsqu'on a besoin d'aller chercher une certification comme Passivhaus, en passant, j'ai jamais certifié de maison Passivhaus, mais nous avons travaillé sur 2 projets que les clients voulaient qu'on travaille avec la ligne directrice de Passivhaus sans aller chercher la certification. Nous avons eu sur ces projets-là des points 4, points 5, points 6. Quand même aussi assez facilement, dans le sens juste à prendre le temps de faire les choses. Rendre une maison étanche, c'est quelque chose de quand même assez facile si on prend le temps. Là, vous allez dire oui, mais ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Mais ça coûte pas si cher que ça si on regarde dans l'ensemble du projet. Si on prend un projet, mettons, d'1 million, ce qui est rendu dans la moyenne des maisons, à peu près, là, le coût d'une maison de base d'environ de 2000 à 2500 pieds carrés. Juste appliquer les 4 éléments que je vous ai parlé. Il doit en rester un. Porte et fenêtre, très, très important aussi. C'est pas le plus important. On parle d'un surcoût, mais j'aime pas dire le mot surcoût, mais d'investissement de 8%. Fait que sur une maison de 1 million, c'est 80 000 $ environ. Puis là, j'aime pas donner des chiffres, j'aime pas m'avancer, mais en ayant une qualité supérieure de porte et fenêtre, en ayant un bon échangeur d'air, en ayant une enveloppe performante, et mon autre élément, c'est l'orientation. Sud, ça coûte pas si cher que ça. Ça peut coûter quelque chose, orienter une maison, mais on parle d'environ 8%. Fait que là,
8% sur un projet de 1 million, pour moi, dans ma façon de voir les choses, c'est pas tant que ça. Donc, ça m'amène à vous dire pourquoi je fais pas de certification Passivhaus. Parce que faire une certification Passivhaus, c'est quand même ardu et exigeant. Ça coûte entre 25 et 30% de plus. Avec ça, sur une maison de million, 250 000 à 300 000. Moi, personnellement, je ne serais pas capable de payer 300 000 pour avoir la certification. Fait que de là vient, encore une fois, le processus de gestion intégré. Ça veut dire que si on veut avoir une maison Passivhaus, puis que notre budget, c'est 1 million, il faut calculer que notre maison, dans le fond, vaut ou va valoir 750 000 à construire, mais qu'on a un surplus de coût de 250 à 300 000. Je ne sais pas si vous me suivez, mais sûrement, mais si aussi j'ai bien expliqué ou pas. Donc, c'est un choix qui est quand même possible et logique de faire, mais on n'est pas encore rendu là. Et une des raisons pourquoi, c'est surtout, moi ce que je pense, le payback. C'est sûr que rentabiliser un 300 000 dans une maison de million, les gens sont comme, j'aime bien avoir plus de pieds carrés que d'avoir une certification Passivhaus. Puis je comprends. Mais un jour, peut-être que l'électricité va coûter 2 fois, 3 fois, 10 fois plus cher. Peut-être que là, l'investissement va valoir la peine. Donc voilà pourquoi, une des raisons pourquoi que les Européens sont très forts sur le Passivhaus. Parce que là-bas, l'électricité au charbon, au nucléaire, ou whatever, quelle source d'énergie, la biomasse, beaucoup, présentement, coûte quand même très cher. Fait que nous, notre maison, qui va coûter entre 1000 et 3000 $ d'électricité par année, ben eux vont en coûter 5000, 10 000 d'électricité par année. Le même genre de maison qu'on a. Fait que nous, au Québec, au Canada, on est quand même très chanceux, surtout au Québec, avec l'hydroélectricité. Ça, c'est ce que moi, je pense. Revenons à nos portes et fenêtres. J'ai écrit Passivhaus entre parenthèses parce que c'est rendu une norme. Nous, chez Larix, on essaye de vendre aux clients et on réussit tranquillement de vendre des maisons, des fenêtres qui sont certifiées Passivhaus. Ici, j'en ai une, c'est la compagnie EZB. Je ne sais pas si vous connaissez la compagnie EZB, sûrement, j'espère pour vous. Si vous vous construisez, c'est une très bonne compagnie à connaître. Fait que, si on compare, je ne dis pas que cette fenêtre n'est pas de bonne qualité. J'espère que j'ai enlevé le logo de la compagnie dessus. Mais c'est une fenêtre assez standard là, qu'on retrouve sur le marché, qui est quand même de très bonne qualité. Aujourd'hui, les produits sont de très bonne qualité, sont bien fabriqués, mais rien à voir avec une fenêtre qui est certifiée Passivhaus. Vous viendrez me voir plus tard si vous voulez. Mais juste à prendre l'élément dans vos mains, là, oui, il y a le verre trip qui est dedans. C'est à peu près la même grosseur. Ça, c'est comme une porte. C'est étanche comme une porte, là. C'est un coffre-fort. Une porte de coffre-fort. Ça reste une fenêtre qui est plus ou moins étanche. Fait que dans une maison, même si on va avoir un mur ultra performant ou ultra super isolé, si on n'investit pas dans les portes et fenêtres, moi, je suis pas rendu à dire ça, mais je suis comme, vous n'êtes pas à bonne place. Vous, si vous voulez avoir une maison performante avec Larix, parce que moi, c'est comme si je travaillais pour rien, de tout faire une enveloppe hyper performante, puis de construire une maison de haute qualité, puis étanche. Mais si vous posez pas des bonnes fenêtres, j'ai pas bien fait ma job, là, à quelque part, de vous convaincre ou de vous faire comprendre ce qu'en était que de l'étanchéité d'une maison. Fait que je pense que vous comprenez l'importance. Puis encore là, c'est quelque chose de très basique. Mais les portes et fenêtres, c'est quand même un bon exemple. C'est une maison qu'on a construite. Ça, à Val-des-Lacs. Un super beau projet.
Le client est allé avec un triple verre d'une compagnie canadienne. Très bonne qualité. Mais regardez le mur. J'ai beau avoir R100 dans mes murs, là, mais si j'ai R4, notre air effectif, là, il va en prendre un méchant coup. Compagnie comme NZP ont fait quand même justement, j'ai un graphique, puis ils ont dit qu'est-ce qu'on fait quand on veut avoir justement des murs d'R100, R80, R50, peut-être que j'exagère R100, mais dans le passé vase, ça peut aller jusque-là. Puis qu'on met des fenêtres X qualité, Y qualité et Z qualité, NZP, pour la dernière qualité, mais ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence sur notre air effectif de mur. Air effectif, ça veut dire que c'est la valeur isolante de votre mur. C'est quoi la valeur? Parce que ici, vous avez R10 avec une très, très bonne qualité de porte et fenêtre. Ici, vous avez R100. Mais il y a un calcul qui est fait pour dire que votre air effectif est de 30, 40 ou 25. Parce qu'on calcule aussi la quantité de bois qu'il y a dans le mur. Ça veut dire que vos studs, est-ce qu'ils sont aux 16 pouces? Est-ce qu'ils sont aux 24 pouces? Votre composition de coin de mur, est-ce que vous l'avez faite avec un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux? Parce que le bois, fait que dans notre mur, on a X morceaux de bois qui ont un facteur isolant de Y. Notre patte de laine a un facteur isolant de X. Et notre fenêtre a un facteur isolant, fait que c'est comme ça qu'on réussit à avoir notre air effectif. Donc, les portes et fenêtres restent la chose, ou une des choses, pour moi, encore là, les plus importantes. Fait que, vous viendrez me voir, puis je vous montrerai mes petits échantillons, on pourra en parler aussi, mais gênez-vous pas d'aller voir le site internet de NZP et d'appeler directement chez NZP, c'est Laurence. Je cherchais son nom. Très bonne conseillère et personne très dévouée. Fait que j'ai parlé aussi de la ventilation. Performante, ben, c'est l'échangeur d'air. Fait que l'échangeur d'air, c'est encore là quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qui est très, très important. Ça veut dire que ce qu'on recherche, c'est des machines qui ont un pourcentage d'efficacité en haut de 80%. Fait que voilà la grande ligne à retenir. Aller vers des machines qui ont un taux d'efficacité de 80% et plus. Après ça, l'installation. Vous avez dans la construction vraiment une panoplie de travailleurs et de gens. Ça va partir de installer une machine, on peut dire, la pitcher là, puis mettre des tuyaux, à quelqu'un qui va passer une journée complète et plus, des fois 2, à installer la machine et à s'assurer que chacun des tuyaux est bien scellé, est bien installé, et pas kinké, et pas endommagé. Puis c'est ce qui se passe, nous, sur nos chantiers, c'est que même un tuyau d'eau ou un tuyau quelconque qui passe, ou un fil qui va toucher à un tuyau de l'échangeur d'air, parce qu'il faut comprendre que l'isolation est après. Fait que si on a une isolation compressée, c'est pas aussi efficace qu'une isolation qui est à sa pleine expansion. Fait que ça, c'est des détails de construction importants, mais c'est ce qui rend votre maison, dans son ensemble, efficace. Fait que si on parle d'efficacité, ben on parle d'argent. Puis, on parle d'argent. Hydro-Québec, tu vas dire, oui, le gars, il a passé 2 heures à checker ses tuyaux, puis là, non, mais moi, ça, pour sauver 10$ par année d'Hydro-Québec, même pas 5$, 2$, 1$, je m'en fous. Peut-être, mais il ne faut pas le voir de cette façon-là. Il faut le voir plus d'une façon que notre projet, c'est dans l'ensemble. Vous avez investi un prix de fou, whatever. Pour moi, c'est pas fou. Mais acheter des bonnes fenêtres, ben,
tout le reste, il faut qu'il soit conséquent. Fait que l'installation du tuyau d'échangeur d'air, c'est quand même très important. La machine, tout est dans les détails. Fait que c'est pour ça que les détails, ben, c'est l'être humain là, qui peut contrôler ces détails-là. Fait que, il faut vraiment porter une attention particulière aux détails et surtout durant l'installation de l'échangeur d'air. Qualité de l'air, on s'entend que c'est quand même très important, c'est la base de la vie. Contrôle de l'humidité, mon collègue de l'APCHQ en a super bien parlé. Et l'entretien régulier, ça c'est un autre point que des fois on oublie parce qu'on a une maison puis on l'entretient pas. Mais entretenir l'échangeur d'air, c'est minimum une fois par année l'ouvrir puis aller voir comment il va mon poumon. Le filtre et la laver, regarder comment que ça fonctionne, comment c'est fait, puis de l'entretenir, de vérifier si tout va bien. Fait que, voilà. Moi, en temps, je suis pas... je suis rendu où? Moi, j'avais peur de pas manquer de temps, mais de n'avoir pas assez. Je vais vous passer maintenant des projets qu'on a fait. Fait que là, c'est un peu comme la façon de vendre ma salade. De vous montrer des belles photos pour essayer de vous impressionner et dire qu'on est quand même pas si pire chez Construction Larix. C'est un projet qu'on a fait l'hiver passé qui est en voie d'être certifié LEED. Là, c'est drôle, je parle de LEED. Est-ce que j'ai nommé LEED une fois? OK, bon. C'est tellement rendu intégré dans les mœurs chez Larix. Chacune de nos maisons est certifiée LEED. Donc là, je ne sais pas si vous voulez que je vous vende LEED, mais je pense pas parce qu'on en a pas encore pour 1 heure. Mais LEED est une ligne directrice, une ligne de conduite qu'on s'impose chez Larix, puis que nous, on croit qui est une très bonne base. LEED va donner les grandes lignes pour avoir une maison écologique, donc durabilité, efficacité énergétique, et ainsi de suite. Passivas va nous donner une ligne directrice pour une maison efficace. En gros, c'est ça. Fait que ça, c'est un projet qu'on a fait. Quand même une grande maison, grande fenestration. Ça reste une maison carrée, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Beaucoup de fioritures, si on peut dire, mais elle est bien dessinée. Ça reste une belle maison aussi dans l'ensemble. On a travaillé fort à faire une enveloppe hermétique. On est arrivé en bas de 1. C'est quand même assez dur sur une maison de cette grandeur-là, mais on a bien réussi. C'est l'intérieur de la maison. Belle fenestration, un beau design fait par les architectes. Et on a eu la certification or pour cette maison-là. Ça fait pas longtemps qu'on l'a eu. On l'a eu le 4 octobre 2024. Vous avez la fiche des valeurs écologiques pour le projet. On a eu un 70 points. Ça, c'est une autre maison intéressante. Fait que je vous ai montré une maison quand même qui rentre dans les standards. On a mis des murs en 2/6, de la laine de verre par vapeur, par air, standard. Ça, c'est une maison qu'on a fait en collaboration avec Écolinéaire, mon ami Samuel, qui est un très beau produit, très belle réalisation en collaboration avec Alt Coop et Linéaire et Larix. Ça fait que c'est une maison en pièce sur pièce à l'intérieur et isolée avec de la laine de chanvre. Ce qu'on aime beaucoup comme produit. Cette maison-là aussi a eu la certification or, le même pointage, 70. Comme je vous dis, la certification, on y va quand même de base. Il y a des clients qui veulent aller chercher platine, qui veulent aller chercher le plus de pointage possible, mais ça, c'est, je vous dirais, sans trop se forcer. C'est quelque chose de base pour nous de faire des maisons certifiées or chez Larix.
Cette maison-là, intéressante, construite en 2015, je crois. Ouais. Fenêtre, isolation, membrane qui viennent d'Europe, sont arrivés par container. Cette maison-là est entièrement construite à partir de panneaux de CLT. Fait que, je ne sais pas si vous connaissez les produits de CLT, Cross Laminated Timber. C'est pour moi aussi un produit d'avenir pour les maisons, mais c'est sûr qu'on n'est pas rendu là. Fait que ça, c'est du Cross Laminated Timber. Fait que les murs sont faits avec ça, complètement. Des murs de 10 mètres par 2 mètres qui sont livrés. Et après ça, on installe notre isolation à l'extérieur et notre mur intérieur est tout en bois. Ici, on a une finition en bois torréfié, mais on peut l'avoir en grade sapin, épinette ou pin. Mais le Cross Laminated Timber, comme le nom le dit, c'est des lamelles de bois qui sont croisées pour faire la fabrication, la composition de notre mur. Fait que ça, c'est sûr que ça reste du haut de gamme, oui. Là, on parle de près de 2 fois le prix, au moins 1 fois et demie. Mais qui est quand même... Puis, c'est sûr qu'on pourrait en parler longtemps du Cross Laminated Timber, mais une des choses que moi j'ai retenues, c'est que on utilise du bois. Puis le bois au Québec, veut pas, c'est une matière quand même écologique et renouvelable. Fait qu'on évite, avec ces structures-là, beaucoup de béton et beaucoup d'acier. Et on peut construire sur des sols qui sont qui ont une moins grande portance, si on peut dire. Fait que c'est là l'application en ce moment de ces produits-là pour des multi-logements à 1, 2, 3, 4, 5 étages. Je pense qu'on ne peut pas aller plus haut que ça avec du CLT. Fait que pour une maison traditionnelle, c'est sûr que c'est coûteux. Mais ça reste un produit vraiment intéressant, plein d'avenir pour moi, parce que c'est du bois. Le bois massif fait partie de la composition de votre mur, fait qu'il va respirer, même si mon collègue n'aime pas dire que le mur respire, mais lui, il va prendre de l'humidité puis il va vous en laisser durant les saisons que vous en avez besoin. Fait que c'est une autre façon de gérer sa maison. Vous avez les escaliers qui sont faits en CLT, les murs intérieurs sont faits en CLT, les planchers sont à différents niveaux. Les murs, les toits, les planchers sont tous faits en CLT, livrés sur une grande plateforme puis installés à la grue. Après ça, à l'extérieur de ça, on installe encore du bois pour isoler. La fibre de bois. Donc, 5 minutes. La fibre de bois qui est vraiment un isolant aussi d'avenir. On en a partout au Québec, du bois, qu'on peut faire ça. Ça, c'est des panneaux qui s'embouffent. Mais il y en a différentes épaisseurs, différentes compositions, compressibilité, si on peut dire, ou rigidité. Fait que, un produit vraiment aussi intéressant. Fait qu'on, vous voyez que j'ai tendance à aller vers des produits naturels, bois et chanvre. Voilà la maison. À l'intérieur, très belle maison. Beau projet. Certification platine ici. Et voilà ma belle petite pub. On est rendu à la période des questions, si vous en avez. Et s'il me reste du temps. Ah oui. Il y a plein de choses intéressantes. Merci beaucoup pour votre présentation. Lorsque vous avez fait la maison en CLT, oui. Est-ce que vos concepteurs ont choisi de mettre un pare-vapeur ou pas? Bonne question. On n'a pas utilisé de pare-vapeur. On a utilisé un pare-air à l'extérieur, mais on était
en infraction parce que d'après le Code national du bâtiment, il faut installer un pare-vapeur. Donc, on a utilisé un scellant sur le bois qui pouvait dire que c'était un frein vapeur, un pare-vapeur. Mais on n'a pas utilisé de pare-vapeur. Je ne veux pas partir de débat, puis Ouais, j'en c'est ça. partirai pas, Non. parce que je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est d'autres architectes qui m'ont dit, M. Bourassa, ça n'a pas de bon sens. Non. Il y avait une composition de mur en CLT qui était impeccable, avec ce qu'il y avait à l'extérieur qui était impeccable, l'étanchéité à l'air était parfaite. Ouais. Il y avait un mur qui pouvait laisser sortir l'humidité, une certaine quantité d'humidité. Ouais. Mais là, en 2024, demander à un concepteur, même si le matériau est fait pour ne pas avoir besoin de pare-vapeur, ben, j'ai plusieurs situations où les concepteurs installent des pare-vapeurs quand même. C'est terrible. Ben oui, c'est ça. Excusez. Il y a peut-être d'autres questions que celle-ci. Allez-y. La question que je vais essayer de répéter pour que les autres l'entendent, c'est est-ce que c'est toujours des fenêtres oscillo-battantes que vous choisissez? Pour Passivhaus, non. Il faut seulement que la fenêtre soit accréditée Passivhaus. Ça veut dire qu'elle a passé des tests en usine, en laboratoire pour répondre aux normes de Passivhaus. Je sais pas, mais sûrement que oui. Puis moi, ce que je comprends, pourquoi il y a beaucoup de CIO battants sur le marché, c'est parce que c'est des produits européens. Marco Lassalle nous fait signe qu'il y en a des Oui, Passivhaus du battant. certifiés. Oui, c'est ça, sûrement. Sûrement qu'il y en a. Vraiment. Avec eux? OK, je savais pas. D'accord. La mode et le produit utilisé souvent, c'est le CIO battant. Parce que aussi, comme je vous dis, plusieurs... Je pense que c'est une des seules au Québec compagnie qui a une certification Passivhaus pour ses fenêtres. Donc, la fenêtre oscillo-battant vient beaucoup de l'Europe. Là, donc, c'est pour ça qu'on en voit beaucoup dans le Passivhaus. Cela étant, ce que je pense. S'il y a une juste proportion des fenêtres, c'est toujours pertinent d'avoir des bonnes fenêtres, mais ça fait un ensemble de murs qui est plus performant, comme vous l'avez bien expliqué d'ailleurs. C'est sûr.